Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes donc bien à l'atelier consacré à la réflexion à partir de témoignages sur la dignité dans l'entreprise, ce point de la pensée sociale chrétienne. Voilà, donc vous avez vu déjà le déroulement de ces ateliers, donc une première partie de témoignages, et ensuite c'est à vous de jouer, donc une partie d'échange, de réflexion individuelle et ensuite d'échange et de partage. Voilà, je passe la parole à Nicolas Masson, voilà, qui va introduire notre sujet autour de la dignité. Alors, quand on parle de la dignité de l'homme comme un principe de la pensée sociale chrétienne, on pourrait ajouter que c'est le principe qui soutient tous les autres principes. C'est-à-dire celui qui va fonder toute la réflexion, elle est bien basée sur cette perception qu'on peut avoir de l'homme. Et c'est un sujet qui est particulièrement actuel. Si on regarde d'abord d'un point de vue un petit peu historique, on peut quand même constater qu'au cours du XXe siècle, eh bien, les atteintes à la dignité de l'homme ont été extrêmement nombreuses et extrêmement violentes. On peut penser à la Shoah, mais aussi aux famines d'Ukraine, mais aussi au Cambodge, mais aussi à ce qui s'est passé au Rwanda, etc. Donc une période très, très, très forte, très douloureuse, qui sans doute a fait un certain nombre de prises de conscience, ce qui n'empêche qu'au XXIe siècle, restons très vigilants, parce qu'on voit bien monter des risques également très forts. On peut penser aux pauvretés, aux écarts de pauvreté, mais pas seulement, toutes les atteintes à la vie, quelle qu'elle soit, et puis aussi, on a également tout le transhumanisme qu'on a pu aborder et les idéologies qui arrivent sur les développements techniques. Et donc, on est bien sur des choses où il y a de très gros enjeux et dans lesquels, même si on n'a pas forcément à nous à travailler dans les sujets d'un point de vue mondial, on peut d'abord y réfléchir, mais aussi penser à ce que dans les entreprises, dans chacune de nos activités, eh bien, il est possible de faire. Et pour cela, et j'aime bien souvent d'ailleurs l'utiliser comme étant une façon d'expliquer ce qu'est la pensée sociale, c'est bien dans l'Évangile la rencontre de Zachée avec le Christ et cette phrase « Jésus le vit et il l'aima ». Et c'est peut-être bien ce qui va fonder, c'est ce regard du Seigneur sur les hommes qui doit nous inspirer sur ce qu'est la dignité de l'homme. Et très concrètement, eh bien, on est bien dans finalement un homme qui est créé à l'image de Dieu. Et si on revient à ce que peut signifier cette image, ce reflet que nous pouvons avoir à nous, on a plusieurs éléments. Le premier, eh bien, c'est que Dieu nous aime infiniment de tout temps et tout le temps. Et aimez-vous les uns les autres, eh bien un appel, eh bien finalement cette capacité d'aimer et d'être aimé, elle est au cœur de ce qu'est la dignité et peut nous offrir un certain nombre d'ouvertures de pistes de réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise. Et puis, deuxième grand champ de cette dignité, ben, c'est le fait que Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, avec un temps, j'ai vu un temps plus de puissance et un temps plus de douceur, mais il y a bien eu cette création. Et l'homme est appelé à co-créer, à créer derrière et à finir cette création. Et c'est à faire également dans nos entreprises. D'où un certain nombre de questionnements qu'on peut avoir. Et puis, troisième élément, et puis il y en a d'autres, hein, mais c'est bien de se dire, dans le fond, de revenir à ce que disait le Christ, je suis la vérité. Et là aussi, en tant qu'image, l'homme est capable à la fois de chercher cette vérité. Ça peut nous renvoyer à ceux qui étaient à Nantes, au thème de nos assises. Et donc, quand on réfléchit à cette dignité, c'est bien ce regard qu'on peut avoir sur les autres, cet regard que peut être image du Seigneur, et finalement, c'est ça qui peut inspirer ce qu'est cette dignité. Alors, ça pose très concrètement beaucoup de questions. On peut parler des questions du niveau de rémunération, des conditions de travail. On peut aussi parler du type de tâche que l'on finit, la possibilité de participer, enfin tous ces éléments-là, mais aussi, et peut-être c'est intéressant de l'aborder sous un angle particulier, qui est celui de la fragilité. Cette fragilité qui est également la nôtre, mais celle de toute personne. Hein, la fragilité, quand on parle des nôtres, chacun peut bien les ressentir, qui peuvent être dans les relations qu'on peut avoir, dans nos difficultés de compétences, dans nos humeurs, mais également dans nos difficultés familiales. Mais chez les autres, ça peut être aussi toutes ces difficultés-là, plus des difficultés supplémentaires. Et je pense que pour ça, Ecoder est tout à fait exemplaire, notamment des personnes qui portent des handicaps psychiques ou physiques.
Et cette qualité, ce respect qu'on peut avoir, et c'est la façon dont on prend en compte la fragilité, c'est ce que je voudrais donner comme marqueur de la qualité humaine d'une entreprise. Fragilité, la nôtre, celle des autres, c'est finalement le meilleur marqueur de la qualité humaine d'une entreprise, en référence de ce que peut nous dire l'Évangile. C'est à ceux qu'ils auront fait pour les pauvres que Jésus-Christ reconnaîtra ses élus, ou lorsque la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est le signe de la présence du Christ. Voilà, cette attention à la fragilité comme marqueur de la qualité humaine d'une entreprise, dans la capacité à prendre en compte la dignité de la personne. Merci Nicolas pour cette belle introduction. Voilà, la dignité. Donc maintenant, on fait comment? Donc place au témoignage. Donc la dignité avec les fondamentaux, conditions de travail, rémunération, et puis aussi ce qui fait grandir, le sens. Voilà, un sens porteur, hein, et surtout la capacité de grandir en humanité dans son travail. Alors pour illustrer ça, 2 témoignages. Donc celui de Romain Chalumeau, dirigeant de Laboratoire de Fontaine, qui va nous présenter ça, et Hervé Baulme, dirigeant d'Ecoder. Voilà. Alors d'Ecoder, on vous expliquera aussi tout à l'heure, parce que vous avez aussi entendu parler de quelqu'un qui était dirigeant d'Ecoder ce matin. Et en fait, outre de donner du sens, en plus il transmet, donc bravo. Voilà. Donc, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Romain Chalumeau, fondateur de Laboratoire Grande Fontaine. Je suis membre de l'équipe EDC de Barcelone. Je suis marié, père de 4 enfants. Et donc j'ai créé les Laboratoires Grande Fontaine en 2012. Notre activité est centrée sur la conception, la fabrication et la commercialisation de produits nutritionnels qui visent les personnes dénutries, donc essentiellement les personnes âgées, les malades, les personnes atteintes de cancer, de diabète. Nous commercialisons nos produits dans une dizaine de pays. Notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 7 millions d'euros. L'entreprise est composée d'une quinzaine de personnes au siège, centrées sur l'activité de R&D, de réglementaire et de business développement. La fabrication est externalisée en France et en Espagne, et nous commercialisons nos produits via des accords de distribution avec des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent nos produits sous nos marques. Mon premier contact avec la pensée sociale chrétienne, c'est lors d'un parcours Zaché que j'ai fait en famille, avec ma femme. Et pour moi, c'était évident, les vertus de la PSC sur la vie de famille et la vie de l'entreprise. Au cœur de tout ça, le bien commun. Qui dit bien commun, salariés, clients, fournisseurs, etc. Et donc, qui dit salarié, dit dignité, dignité de nos équipes au sein de l'entreprise. Et qui dit sens, et aujourd'hui sont effectivement des valeurs mainstream, comme on dit, des valeurs qui plaisent aux jeunes, aux millennials, et qui sont productrices de valeurs et qui permettent, en tout cas qui me permettent de porter un regard vrai sur mon entreprise et sur les décisions importantes à prendre. Voilà. Merci Romain. Donc, je suis Hervé Baulme, j'ai 4 enfants, une femme et 4 petits-enfants. Je suis membre de l'équipe La Plaine-Saint-Denis et responsable de l'Île-de-France-Est, où je passe aussi la main ce week-end à François Inck, qui va prendre la région Île-de-France-Est. Donc j'ai 2 successeurs en ce moment aux assises EDC, Étienne Hirschauer, que vous avez rencontré tout à l'heure. Ecoder, j'ai eu une première vie professionnelle, je dirais, dans la finance, en proposant des solutions logicielles pour les salles de marché. Donc ces produits structurés dont on nous a parlé tout à l'heure, qui étaient, alors pas des subprimes, mais tous ces produits complexes. Donc j'essaye de parler plus fort. Voilà. Donc ces produits complexes et solutions. Donc j'avais créé une société qui s'appelait Summit Systems et qui était leader mondial sur ce type de marché, que j'ai revendu en 2000 et je suis resté jusqu'en 2005 voilà, et en me posant une question sur mon avenir et en ne sachant pas qu'est-ce que je ferais. J'ai choisi de faire le chemin de Saint-Jacques pour essayer de trouver mon chemin professionnel. Et ma deuxième vie professionnelle, je l'ai trouvée effectivement au cours de ce chemin de Saint-Jacques et au cours d'opportunités
qui serait trop longue à vous raconter. Mais voilà, c'était une entreprise d'insertion par le travail qui essayait de recruter et de trouver du travail pour des personnes handicapées psychiques. Et le travail qui était proposé, c'était de récupérer des parcs informatiques de grandes sociétés pour les transformer, pour les remettre à neuf et les redistribuer à des particuliers qui n'avaient pas les moyens d'acheter du neuf, mais à des associations ou à des écoles qui avaient des petits budgets et qui avaient besoin d'informatique opérationnelle. Voilà. Donc, j'ai été tout de suite effectivement enthousiasmé par ce projet. On est aujourd'hui 95 personnes. On fait à peine 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a des aides d'État, des aides au poste qui représentent 50% à peu près de notre chiffre d'affaires. Ah, merci à vous deux. Donc, vous voyez, deux belles entreprises. Alors, maintenant, question que vous vous posez tous, comment ils ont fait pour mettre en pratique cette idée donc, de donner du sens, de faire grandir en humanité les collaborateurs. Alors, on va avoir deux exemples différents. D'une part, à travers le témoignage que Romain va nous donner, à travers un projet qui va donner du sens à l'ensemble des collaborateurs. Et puis, vous l'avez déjà compris, avec Hervé, c'est la nature même du projet d'entreprise et de ses collaborateurs qui, effectivement, permettent de donner du sens et de donner de la dignité à des gens qui, sans ça, n'en auraient pas trouvé. Romain. Merci. Alors, le Grand Fontaine, les laboratoires Grand Fontaine ont démarré, ont bénéficié d'un premier coup de chance. En tout cas, j'ai bénéficié d'un premier coup de chance, dans le sens où notre métier est dédié à l'amélioration de la qualité de vie des plus faibles via la nutrition. Donc, donner du sens dans ce contexte-là, c'est relativement facile. Au-delà de ça, en 2013, donc quelques mois après la création de l'entreprise, j'ai été approché à Barcelone par une équipe de chercheurs qui travaillaient sur la trisomie 21 et qui sont venus me voir en me disant « Écoute Romain, on a des résultats précliniques très intéressants, d'une molécule, un extrait de thé vert qui, semble-t-il, améliore considérablement les capacités cognitives en préclinique, donc sur des souris atteintes de trisomie 21. Et le pilote qu'on a réalisé sur quelques patients est également remarquable en termes de résultats. En revanche, personne ne veut nous aider. Les labos pharma ou les grandes boîtes comme Danone, Nestlé et autres trouvent ça compliqué. C'est un produit de niche. La trisomie 21, c'est une prévalence de 1 pour 2000. C'est un marché, entre guillemets, qui est plutôt en déclin. Donc, personne n'était intéressé. Et il a fallu prendre une décision, se dire, bon, alors pourquoi les grands n'y vont pas ? Si c'était intéressant, ils iraient probablement. Maintenant, c'est quand même embêtant parce que si personne n'y va, il y a des familles qui sont en attente. Qu'est-ce que ce projet peut apporter à l'entreprise ? Une perte de focus, parce qu'on démarrait, une perte de centrage, mais néanmoins, il a fallu prendre une décision, seul, comme bien souvent dans la création d'entreprise, et j'ai décidé d'accompagner ces chercheurs parce que j'ai vu du sens pour moi, j'ai vu du sens pour mes équipes, j'ai vu aussi des opportunités de structuration d'une entreprise jeune. Le fait de travailler avec des chercheurs de prestige, c'est aussi pour nous une valeur ajoutée non négligeable. Et on a topé et on est parti sur ce projet. Donc on a développé le produit industriel. Pour rappel rapide, le GCG, qui est un extrait de thé vert, est un inhibiteur d'une voie métabolique qui s'appelle DIRC1A, qui est responsable de la production de protéines amyloïdes et qui, surexprimée, perturbe la plasticité cérébrale. Et c'est ce qui cause, chez les personnes atteintes de trisomie 21, qui ont 3 chromosomes 21, la DIRC1A est activée et pilotée par le chromosome 21, donc ils sont surexprimés. Donc ils ont trop de protéines et une perte de plasticité. Donc on vient avec l'extrait de thé vert, on inhibe, on freine cette voie métabolique et globalement, même si évidemment on ne soigne pas la maladie, on a des résultats intéressants sur un recouvrement de la plasticité cérébrale et des résultats cognitifs chez l'adulte intéressants. Tu disais aussi, en
fois par an, et aussi des résultats intéressants donc, sur les personnes qui ont suivi ce traitement, sur leur estime de soi. On a des témoignages, maintenant que le produit est commercialisé, on a des témoignages de familles qui nous disent, voilà, Paul a une meilleure estime de soi, il oublie moins, il rechigne moins à prendre sa douche. Donc c'est des choses qui ne sont pas mesurables par les tests référencés, hein, mais on a ces tests. On a publié la première étude clinique dans le Lancet Journal of Neurology, qui fait partie des 3 revues scientifiques les plus importantes au niveau mondial. Mais aussi, on a des témoignages de vie qu'on ne peut pas écrire dans un article scientifique, mais qui motivent évidemment toutes les équipes. Donc, la dignité dans tout ça, la dignité, c'est la dignité interne à l'entreprise et externe. Alors, externe, c'est relativement évident parce que le sens, c'est d'essayer d'apporter une solution à des gens qui ne sont pas vraiment pris en compte par les industriels. Et en interne, sans l'anticiper vraiment, ce projet a été fondateur pour une entreprise qui naissait, une entreprise qui est constituée essentiellement d'ingénieurs, de pharmaciens, de médecins, tous plutôt jeunes, et qui sont partis très vite à fond sur le projet FontUp, à tel point qu'ils ont, pour certains, perdu le focus sur notre cœur de métier, c'est-à-dire la dénutrition chez le sujet âgé, hein, qui aujourd'hui représente 90% ou 95% de notre chiffre d'affaires, et ils sont tous partis à fond sur ce projet plein de sens en se disant c'est formidable, les familles, les assos, on est sponsor aujourd'hui de la Ligue de football pour les personnes handicapées mentales en Espagne, on fait plein de trucs avec les différentes associations en Espagne, maintenant en France, et donc ça a créé du sens, une colonne vertébrale à l'entreprise, et je pense que certains jeunes qui aujourd'hui ont des conditions de rémunération qui sont celles qu'on peut apporter pour une entreprise de notre taille, et des jeunes pleins de talent, des PhD, des jeunes médecins ou pharmaciens qui pourraient aller bosser chez tous nos grands concurrents, restent chez nous en se disant mon Dieu, si je pars, qui est-ce qui va porter FontUp ? Qui est-ce qui va aller à la journée mondiale de la trisomie 21 la semaine prochaine, le 21 mars, à Paris, pour présenter les derniers résultats ? Qui est-ce qui va parler au docteur Lozano à Cadiz, avec qui on a monté un pilote, etc. Donc, ce projet, pour nous, a réellement donné du sens à nos équipes et donné une colonne vertébrale éthique, une colonne vertébrale transcendantale à l'entreprise sans vraiment l'avoir travaillé. Donc, c'est un exemple concret. Hein, c'est tombé du ciel. Il a simplement fallu l'accepter, prendre le risque. Ça fait appel aux compétences de toute l'entreprise, les gens du réglementaire, les gens du scientifique. On a aujourd'hui nos business développeurs qui vont présenter ça en Arabie Saoudite. On lance le produit en Arabie Saoudite, aux Philippines, au Vietnam. On l'a lancé au Chili, en Hongrie. Alors c'est à chaque fois, quand je dis lancer un produit, c'est envoyer 200 boîtes, 400 boîtes. Hein, c'est pas un business rentable, mais c'est un business qui fait du sens et qui donne de l'énergie à nos équipes. Et donc, évidemment, aucun regret d'avoir pris cette décision. Et je pense que c'est en partie un des facteurs clés de succès de notre entreprise actuellement. Voilà, merci Romain. Donc, unir tous autour d'un projet qui a du sens. Alors, Hervé. Merci. Donc, le handicap psychique est très mal perçu dans les entreprises parce qu'imprévisible. On préfère souvent le handicap physique au handicap psychique. Donc le challenge et tout ce qui m'a motivé, c'est ce cercle vertueux qui existe entre les entreprises qui donnent des parcs informatiques, nous les vendent si c'est du matériel de très bonne qualité et qui a peu d'années, mais au bout de 3 ans, quand c'est amorti, on nous le donne. Au bout de 4 ans, on nous le donne et on les remet à neuf. Et on nous donne 40 000 ordinateurs par an. Ces ordinateurs sont proposés, on développe le talent de nos personnes, on essaye de rechercher vraiment leurs compétences et de développer leurs compétences pour pouvoir qu'une personne s'occupe du chariot élévateur et s'oriente vers le métier de logistique, alors qu'une autre personne va être très bon dans la mémoire vive et être capable de déverrouiller des PC ou être capable simplement d'effacer le disque dur. Donc voilà, tous ces métiers sont transmis, appris, partagés, puisqu'il y a beaucoup d'absence, et ça a une image high-tech. Donc pour eux, même si certains font beaucoup de manipulation,
ils sont dans une entreprise high-tech puisqu'ils font de l'informatique. Donc vis-à-vis de leur famille, de leurs copains, c'est très valorisant. Autre point, je crois, c'est que ce travail de remise à neuf, ils y donnent tout leur cœur, ils sont vraiment très motivés, ils ne sont pas toujours très rapides, mais vraiment c'est de la qualité. Et ça, parce qu'ils savent qu'il y a des utilisateurs derrière, et des utilisateurs qui finalement sont plus fragiles économiquement qu'eux. Ils ont un revenu, ils ont un salaire, ils ont le SMIC, mais il y a des familles qui n'ont que le RSA, ou il y a d'autres familles qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin de l'informatique pour trouver un boulot, qui ont besoin de l'informatique pour leurs enfants. Et du coup, leur travail contribue. Et donc, ils ont une place dans la société et leur travail contribue à améliorer la situation des autres dits normaux. Voilà. Et ça, tout ça, ce cercle vertueux se termine parce que c'est mieux, ils sont très conscients de ça, c'est mieux de réparer des ordinateurs que de les détruire en polluant et de réinjecter du neuf. Donc, c'est un métier qui est très valorisant pour eux et c'est vrai qu'ils participent vraiment à leur place et ils contribuent à avoir une place dans la société. Et ils sont très fiers de ça. Et si vous venez visiter, je vous invite à visiter Ecoder. Ils sont très fiers de vous présenter leur travail. J'ai oublié de remercier la Fondation Jérôme Lejeune qui a grandement participé à financer tous nos essais et qui finance actuellement un essai clinique chez l'enfant, chez les jeunes enfants de plus d'1 an, parce qu'on n'avait pas ces données, cliniques et évidemment les parents nous demandaient si on pouvait utiliser notre produit chez les enfants. Pour le moment, on ne le recommande pas, mais d'ici quelques mois, on aura des résultats, j'espère, positifs chez l'enfant, grâce à la Fondation Jérôme Lejeune. Pour vous expliquer aussi le mécanisme d'Ecoder, mais rapidement, très brièvement. Donc, on a démarré par une association, c'est un ESAT, une structure donc, qui s'appelle Établissement et Services d'aide par le travail, qui accueille les personnes les plus éloignées, avec 80% de handicap, qui sont considérées comme travaillant dans le médico-social, ils n'ont pas le droit de travailler dans le monde du travail. Et comme on a eu besoin d'autonomie pour essayer d'arriver à pérenniser la structure, on a développé une entreprise adaptée. Donc, c'est des personnes qui ont le droit de travailler dans le monde du travail, mais qui ont 50% quand même de handicap reconnu. Et eux sont plus autonomes, plus indépendants, donc ont besoin de moins de moniteurs, moins d'éducateurs. La psychologue, par contre, a peut-être plus de travail avec eux. Mais voilà, on a des assistantes sociales, on s'occupe de leurs papiers, on s'occupe de beaucoup de choses. Et comme on vendait de l'informatique à des associations, des écoles qui n'avaient pas de responsable informatique, on a créé une entreprise d'insertion pour des chômeurs longue durée. On s'est dit que des personnes avec des troubles psychiques, c'était difficile de les envoyer dans un lieu où il y a un utilisateur qui est un peu frustré et pas très agréable parce que ça fait 4 heures qu'il n'a pas accès à son Internet. Donc, on a recruté des chômeurs longue durée pour pouvoir les former au métier de technicien réseau et être capable donc de les renvoyer dans l'emploi. Voilà, les personnes handicapées restant plutôt chez nous parce qu'ils ont souvent ou des CDI ou des situations et ne sont pas prêts au changement et à rebondir dans l'entreprise. Voilà. Merci Hervé de ce complément. Voilà, ben maintenant vous savez tout. Donc voilà 2 beaux exemples magnifiques de mise en pratique de la dignité. Donc temps de réflexion. Donc premier temps, je vous invite à réfléchir individuellement et pour ne pas perdre la substance de vos idées, de les noter sur une feuille. Donc première question, vous connaissez. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces 2 témoignages, les idées clés que vous retenez. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Deuxième question, c'est vous-même peut-être, est-ce que vous avez, peut-être, voilà, mis en pratique dans votre entreprise des actions précises qui permettent de mettre en œuvre la dignité, de la facilité, de faire grandir les collaborateurs. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir 2-3 minutes, enfin 2 minutes. Oui. Et ensuite, vous allez partager en sous-groupe comme on a déjà fait dans les autres ateliers.